Bonjour à tous. On- Il est 10 heures, on va démarrer dans quelques minutes. Alors, je vais au moins. Bonjour Romain, bonjour Ah. à tous. Alors, je vais mettre un fond d'écran pour que ce soit plus parlant quand même. Si tu peux nous mettre la plage, comme ça nous fera rêver. C'est ça que l'image, ce ne sera pas du réel, hein, malheureusement. J'aimerais bien, mais je ne peux Avec. pas. Hop, tac. Voilà, on se donne encore quelques minutes, le temps que tout le monde nous rejoigne et ensuite on démarre. Je vais modifier quelque chose, je suis désolé. Hop, je vais partager juste ça, comme ça. Je peux accepter les gens qui arrivent en même temps. Vous m'entendez là? Oui, Oui, bonjour. Bonjour, parce que je ne savais pas trop comment s'en servir. Donc alors apparemment, ça doit être bon, je pense. Oui, oui, on vous entend. Bon, bah c'est bon. Ouais, pas de souci. Ce qu'on fera de toute façon, alors j'attends un petit peu que tout Donc le vous allez monde. partager l'écran, c'est ça? Puis après, on va voir les participants ou pas? Enfin, selon C'est que... ça. En fait, je vais vous expliquer un petit peu le principe, mais ce qu'on va faire, c'est que pour la tenue de l'événement du webinaire, on va couper les micros. Ouais. Et ensuite, on laissera un temps de 10-15 minutes à la fin de la présentation pour pouvoir poser des questions, sachant que vous pourrez aussi soit lever la main si vous avez une question vraiment très importante, ou vous pouvez également utiliser l'outil de chat. Donc voilà, mais dans le Ouais, principe, ouais. on fera comme ça pour pas que, pour respecter un peu le créneau horaire et puis pour éviter un petit peu la cacophonie. Si tout le monde parle en même temps, on ne pourra pas s'entendre. Voilà, Donc, je vais me remettre sur... pas de souci. hop, j'avance. Je suis en train d'avancer, moi. Hop, c'est ça que je Ouais, voulais on faire. attend encore 2-3 minutes. Exactement. Bienvenue sur Zoom. Veuillez entrer votre identifiant.
Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Juste 7 heures, Oui. 7 heures combien de temps à peu près? Oh, ça va durer 45 minutes, 1 heure, grand maximum. D'accord, ok. La vidéo est barrée, ça veut dire quoi? Ah, c'est juste l'activation de la caméra, c'est-à-dire que si vous voulez qu'on se voit ou pas, Ah oui, non. je pense qu'on pourra s'en passer pour le moment. Ouais, surtout quand on est chez soi en télétravail, on n'est pas au mieux de. En partie, effectivement. L'autre fois, j'en ai eu un webinaire, tout le monde était en. C'est ça. Avant, c'est des réunions que j'ai tous les trimestres pour les payes. Et on Mhm. était en webinaire. Ouais, tout le monde se voyait, tout le monde avait mis les caméras. C'était sympa aussi, hein. Oui, après, c'est sympa aussi, une autre méthode, mais bon, c'est vrai que Moi, j'aime pas trop, j'avoue, mais bon. bon, ça dépend. Là, on a pris le parti de ne pas le faire. Ah oui, Bon, c'est vous qui décidez ou pas? alors, Ouais. on peut, oui, en fait, l'animateur, l'hôte de la session peut, à la main, en fait, sur l'activation des micros et des vidéos ou pas de chacun. Ah d'accord. Voilà. Bon, du coup, je vous propose qu'on démarre parce qu'on est presque au complet. Donc, Ensuite, les dernières personnes nous rejoindront. De toute façon, là, on va attaquer sur la partie introduction. Donc tout d'abord, merci à tous de votre présence. Donc, pour les gens qui ne me connaîtraient pas, je suis Christophe Casse, je suis le responsable commercial d'Aptitude Co. Et je suis accompagné de Romain, qui est business developer chez PeopleDoc. PeopleDoc étant la solution qui a été retenue par Sedge pour les solutions de dématérialisation RH qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, comme j'évoquais tout à l'heure pour le bon déroulement du webinaire, on a décidé de couper les micros. On laissera un peu de temps pour la partie questions-réponses en fin de session. Et puis également, le webinaire sera enregistré. Donc, pour les personnes qui souhaitent en bénéficier par la suite, n'hésitez pas, on pourra vous le faire partager. Si vous voulez le diffuser à vos directions ou autres, vous pourrez en bénéficier. Il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, je vais vous faire une petite introduction sur le programme. Donc voilà, aujourd'hui, on va aborder la dématérialisation RH sur différents aspects. On va parler un petit peu des enjeux et du contexte actuel qu'on a rencontré. C'est vrai qu'aujourd'hui, la dématérialisation, on en parle, mais à différents niveaux, pas uniquement sur la partie RH. C'est vrai que c'est une forte actualité aujourd'hui. Romain vous présentera les fonctionnalités de la solution, effectuera une démonstration de la solution. Et ensuite, on conclura avec, comme je l'évoquais tout à l'heure, 10 minutes de questions-réponses, sachant que par la suite, si on n'a pas le temps de toutes y répondre, on pourra bien sûr revenir vers vous dans un second temps. Aucun problème sur ce point-là. Romain, si tu peux, voilà. Au niveau donc des enjeux de la dématérialisation RH. Comme on le constate aujourd'hui, le télétravail s'est développé, alors que ce soit de manière forcée ou pas, parce que c'est vrai qu'on a déjà pu constater un changement des usages et des méthodes de travail, notamment en fin d'année dernière. C'est vrai que les grèves ont forcé déjà un certain nombre de sociétés à inciter leurs collaborateurs à mettre en place du télétravail. Et puis, bien sûr, à la crise sanitaire qu'on a connue depuis mi-mars et le confinement, qui a développé fortement le télétravail. Alors, ça a eu plusieurs incidences. D'une part, au niveau des besoins, parce que même si on évoquait cette dématérialisation RH aujourd'hui, elle s'est développée, que ce soit aussi bien pour les employeurs, mais également pour les salariés. Aujourd'hui, on assiste à un réel besoin et un développement de la dématérialisation des process RH, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas uniquement s'arrêter à la dématérialisation du bulletin de paye, qui est pour nous en tout cas un premier pied dans la dématérialisation, mais aujourd'hui, on va voir qu'on peut aller jusqu'à la dématérialisation du dossier du salarié, bien évidemment en conservant tous les aspects de confidentialité, sécurité qui sont
très important. Donc, les notions d'RGPD et autres qu'on verra ensemble sont bien évidemment respectées. Toute la sauvegarde, la restitution des données, la protection, parce que ça va de pair. Donc, voilà un petit peu les enjeux aujourd'hui et le contexte auquel on fait face. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec Sedge, on a les outils qui vous permettent d'une part de gagner du temps, d'automatiser la gestion des processus et d'apporter une solution à l'ensemble des collaborateurs sur la dématérialisation de ces process RH. Voilà un petit peu ce qu'on va évoquer ensemble. Donc, on le verra au travers de deux offres principales chez Sedge avec la dématérialisation du bulletin de paye, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui est vraiment le point d'entrée au niveau de la démat RH. Et ensuite, on parlera de la dématérialisation du dossier du collaborateur avec une notion de stockage de données, de partage d'informations, sachant qu'on peut aller encore un petit peu plus loin avec des workflows qu'on peut mettre en place par la suite. Donc ça, on l'évoquera également avec Romain. Voilà un petit peu ce qu'on va voir ensemble ce matin. Donc, comme je l'évoquais, n'hésitez pas si vous avez des questions, utilisez le chat. Et puis, en fin de session, on pourra ouvrir les micros pour avoir un échange un peu plus humain, si je puis dire, même si on n'activera pas les caméras pour le moment. Voilà. Romain, je te laisse la parole. Super. Merci Christophe. Donc effectivement, aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, c'est une offre complète. Donc vous avez sûrement entendu parler des différentes briques fonctionnelles que nous sommes capables de proposer. Vous les avez sous les yeux. Donc effectivement, le coffre-fort numérique, l'idée de digitaliser le bulletin, la gestion documentaire RH avec la signature électronique. On va être capable de signer électroniquement des documents et ça, on va le voir tout au long de la démonstration. Et sachez que sur la partie gauche, effectivement, vous avez deux briques fonctionnelles. On l'a dit tout à l'heure rapidement avec la partie workflow, c'est-à-dire qu'on va être capable de gérer les demandes entre le service RH et le collaborateur, ou alors entre le collaborateur et le service RH. Ça va bien évidemment dans les deux sens. Donc, la grande question, c'est pourquoi maintenant? Effectivement, comme l'a dit Christophe, on vit une crise sanitaire forte qui a changé les mœurs, mais ce n'est pas uniquement lié à ça. On l'a vu en fin d'année dernière, on a eu un grand épisode de grève où il était très, très compliqué de se déplacer un peu partout en France. On ne pouvait plus prendre le TGV. En fait, on se rend compte qu'on est assez tributaire de l'environnement global et que dans ces cas-là, en fait, les mœurs et notre manière de travailler changent. Et aujourd'hui, effectivement, on se rend compte que pour le métier RH, effectivement, il faut qu'on adapte les outils et qu'on adapte notre manière de communiquer. Et donc, c'est pour ça que j'ai un peu découpé les briques fonctionnelles que je vous ai présentées et j'ai essayé d'apporter le bénéfice pour chacun des participants dans la société. Effectivement, pour le dirigeant, quand on prend SDBP, cette dématérialisation du bulletin de paie, quand on digitalise le bulletin de paie, moi, je m'assure que je respecte le contexte légal parce que envoyer un bulletin de paie par la poste, on est bien d'accord qu'on est tout sauf dans la légalité. Et pour être chez PeopleDoc, j'ai eu un tas de demandes pour digitaliser les bulletins de paie parce que simplement, du jour au lendemain, on n'avait plus la capacité de pouvoir le délivrer. Pour la partie RH, bien évidemment, je le fais en un clic. Vous allez le voir au travers de la démonstration, tout se fait de manière très simple et je vais pouvoir digitaliser ce bulletin, simplement vérifier ce qu'a fait l'outil et je clique sur un bouton pour envoyer les bulletins de paye. Et pour le côté collaborateur, ça c'est le top parce que mon employeur m'a offert un coffre-fort électronique et je peux y ranger mes documents. C'est-à-dire mes documents, ma carte d'identité, mes documents qui me sont propres, mes contrats de travail même passés, je peux scanner et mettre dedans. Mais tout ce qui arrive de mon employeur, ça arrive de manière sécurisée et ça retombe directement dans mon coffre-fort. Donc, j'ai un lieu unique, sécurisé, sur le cloud, donc quand même en sécurité, sur lequel je peux stocker toutes mes données. Et j'ai jusqu'à 10 gigas d'espace pour le faire, donc c'est génial. Si on parle de la gestion documentaire RH, qu'on appelle SDRH chez Sage, effectivement, je vais avoir pareil ces trois niveaux-là. Donc, effectivement, là, je m'assure toujours en tant que dirigeant de la conformité légale de mes dossiers salariés. Alors, on parle de conformité légale. Bien évidemment, en fait, quand on met des documents dans un dossier salarié, on a toute la problématique de RGPD, c'est-à-dire combien de temps je conserve les données personnelles de mes collaborateurs. Et dans l'outil, quand on va enregistrer par exemple une carte d'identité, un passeport, on va lui appliquer ce qu'on appelle la politique du document. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je lui attribue le titre de carte d'identité, il hérite de la politique du document, c'est-à-dire est-ce que je conserve le document 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans pendant que le collaborateur est là. Et une fois que le collaborateur
est parti, je conserve combien de temps son document. Peut-être je le supprime tout de suite ou alors je le garde encore un an. On a vraiment toute la possibilité de gérer ça de manière dynamique. Il y a du paramétrage initial à faire, mais on est bien d'accord que c'est du clic. C'est extrêmement simple à appréhender. Et par la suite, tout se fait de manière complètement automatique. Donc, je m'assure de ça côté dirigeant. Côté RH, ben, pas la peine de retourner au bureau, dans le cadre de la crise que l'on vit, pas la peine de retourner au bureau pour aller voir le contrat de Albert Durand, par exemple. On le fait directement depuis son smartphone ou son ordinateur. On est capable de consulter partout, tout le temps, les documents de mes collaborateurs. Et côté salarié, de la même manière, ben, je suis pas obligé de me rendre au bureau pour signer mon contrat de travail. Je suis capable de le faire depuis la maison, mon contrat de travail ou alors mon avenant télétravail. On sait que beaucoup de mœurs sont changées, qu'on a des avenants à signer. Je suis capable de le faire directement depuis mon smartphone. Et en dernier, on a effectivement cette brique Ask, donc, qui est un peu… aujourd'hui, on ne va pas la présenter. Sachez que ça existe, que ça fait partie de la même plateforme. Mais effectivement, on va avoir tout un outil de workflow qui va nous permettre d'interagir avec le collaborateur. Et je suis capable de suivre, en tant que dirigeant, de suivre l'activité de mon service RH. Pourquoi ? Parce que je matérialise et que je trace toutes les demandes de mes collaborateurs auprès de mon service RH. Donc, enfin, on va dire, j'apporte de la visibilité à mon service RH. On sait qu'un service RH remplit un tas de tâches au quotidien, mais que ce n'est pas forcément facile à quantifier. Là, tout est quantifiable et mesurable. Donc, d'un point de vue dirigeant, je suis capable d'avoir un outil à ce niveau-là. Concernant le côté RH, forcément, je gère de manière beaucoup plus simple les demandes entrantes, c'est-à-dire que tout est hiérarchisé et attribué à la bonne personne. Je suis capable de mettre des dates ou des durées de traitement. Je suis capable de communiquer très simplement au travers de la demande avec mon collaborateur. Donc ça, je suis même capable de faire des workflows de validation de demande auprès des managers. Ce n'est pas à moi de faire tout ça. Tout se fait de manière automatique et ça arrive chez moi avec un outil qui me permet de hiérarchiser mes tâches. Et donc, c'est beaucoup plus simple à gérer. Et côté salarié, bien évidemment, en fait, je vais avoir à ma disposition ce qu'on appelle une base de connaissances, c'est-à-dire que j'ai une barre de recherche type Google, comme on le voit sur le petit téléphone. Et en fait, cette barre de recherche, je vais taper un mot-clé, paternité. Et du coup, je vais avoir accès dans un premier temps à une base de connaissances, c'est-à-dire du contenu qui a été mis à ma disposition par mon employeur. Et donc, avec cette base de connaissances, je vais pouvoir trouver ma réponse par moi-même. Et si j'ai besoin quand même de faire une demande pour une action RH, et ben là, j'accède directement à un formulaire, je gère ma demande. Et bien évidemment, cette demande, je suis son statut au travers de mon portail, je suis le statut de la demande et je suis capable d'interagir au travers d'une box chat où je suis capable d'interagir avec la personne RH qui a pris en charge la demande et donc peut-être d'apporter des informations. Et même une fois que la demande est fermée, dans 2-3 ans, si je veux retourner sur la demande pour reprendre le contexte ou voir ce qu'on m'avait répondu à l'époque, j'ai toujours accès à la demande et je suis capable de retrouver tous les échanges autour de ça. Voilà, j'ai beaucoup parlé sur la partie présentation des slides. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller, avant de faire les questions-réponses, c'est d'aller sur la plateforme et donc voir les deux premières briques fonctionnelles dont on a discuté, c'est-à-dire, si je reprends mon beau schéma, la partie droite, le coffre-fort numérique et ici, la gestion documentaire RH avec la signature électronique. Donc, on va aller sur la plateforme et on va pouvoir voir tout ça. Voilà. Hop. Donc, je vais modifier le partage pour que vous puissiez voir directement cette page-là. Pour le moment, on n'a pas de questions dans le chat, donc je pense que tu as été très clair, Romain. Oui, ou alors que c'est tellement vague que… Peut-être aussi. Peut-être aussi. Allez, on va le voir de manière positive. Allez, effectivement, on va espérer que j'ai été clair. Mais dans tous les cas, vous avez effectivement la possibilité de poser vos questions à la fin. On ouvrira les micros, il n'y a pas de problème. Alors, là, je me suis connecté donc à mon espace. Je peux me déconnecter, me reconnecter, pas de problème. Je vais me déconnecter et donc je me connecte là à en fait mon espace RH dans lequel en fait je vais pouvoir gérer mes documents, gérer mes collaborateurs et donc gérer l'envoi des bulletins de paye typiquement dans le coffre-fort de mes collaborateurs. Donc là, je suis vraiment en tant que gestionnaire RH dans l'espace RH. Quand je me connecte, donc je me rends compte tout de suite en cliquant sur salarié que j'ai l'intégralité de mes salariés avec les organisations. Si vous êtes multi-société, multi-établissement, on gère toutes ces organisations à plusieurs niveaux et donc savoir si le salarié est actif ou non. Première chose importante, vous êtes quand même parmi les clients PeopleDoc, vu que vous êtes client sales, vous êtes quand même extrêmement favorisé parce qu'on a développé tout un système, ce qu'on appelle d'API entre les solutions, entre votre paye que vous avez actuellement et l'outil que je vous présente. En fait, c'est un outil qui est complètement nativement lié
à la paye. C'est une option de la paye. Et donc, en fait, tous les salariés que vous voyez là, vous n'avez pas besoin de les recréer, vous n'avez pas besoin de créer d'interface pour les synchroniser dans la plateforme. Tout ça se fait de manière complètement native. Et en fait, en cliquant sur synchroniser, vous synchronisez les salariés, les organisations, et vous n'avez pas à faire ça en plus. Ce qu'on va pouvoir voir dans un premier temps, c'est effectivement qu'on va être capable de digitaliser le bulletin de paye. Comment ça se passe? Aujourd'hui, vous faites votre paye comme vous la faites d'habitude, sauf qu'au moment de l'édition du bulletin de paye, alors pour ceux qui ont été curieux, vous avez déjà vu que sur la fenêtre d'édition, sur la partie droite de la fenêtre d'édition, aujourd'hui, vous avez deux cases qui sont grisées, qui sont dématérialiser le bulletin de paye et dématérialiser dans le dossier du salarié. En fait, ces deux boutons-là en fait, vont être dégrisés si vous souscrivez à l'offre. Et donc, vont vous permettre, au moment d'édition, au lieu de créer le dossier en papier, de créer ce qu'on appelle chez nous un projet de distribution. Je clique sur projet de distribution, ici, et voilà. Donc, on l'a là. Je n'ai pas ajouté les documents dedans. Et on va le faire ensemble. Vous n'aurez pas à le faire. Là, je vous montre la démonstration complète si vous n'aviez pas l'API, mais vous avez la chance de l'avoir. Donc, ici, en fait, moi, je vais charger les bulletins de paye. Je vais dire que c'est la paye de mai et que c'est des bulletins de paye. Et donc ici, je vais ajouter. Donc là, en fait, cette étape-là, j'aurais dû la faire avant pour être transparent avec vous. Je me tape un peu sur les doigts. Mais en fait, elle sera faite de manière automatique. C'est-à-dire que les bulletins de paye vont arriver directement dedans, vont créer automatiquement le projet de distribution comme je l'ai fait. Et plutôt que d'avoir à intégrer les documents à la main, tout ça va se faire de manière complètement automatique. Donc ici, en fait, l'outil est en train d'intégrer les documents. C'est-à-dire qu'intégrer les documents, ça veut dire que tous les bulletins de paye qui tombent dans la plateforme, l'outil va venir reconnaître au travers de 5 critères forts, c'est-à-dire nom, prénom, établissement, matricule et un dernier que j'oublie tout le temps, vont vous permettre en fait d'identifier le collaborateur de manière sûre et donc à chaque fois d'attribuer le bulletin de paye au bon collaborateur. Et donc ce découpage se fait. Et vous arrivez ensuite sur la page et donc on vous retrouve ici donc, tous les salariés qui ont été détectés sur les bulletins de paye. Et ici, on voit effectivement que Pierre Lafont, lui, va recevoir son bulletin de paye de manière électronique. Donc, l'exemplaire salarié sera de manière électronique. Et on va archiver son bulletin de paye côté entreprise. Par contre, à l'opposé, Jules Raisin, lui, on va bien enregistrer son bulletin de paye côté entreprise, mais lui a souhaité l'avoir en papier. Petit rappel de la loi, depuis janvier 2017, vous pouvez dématérialiser le bulletin de paye par défaut, c'est-à-dire que vous prévenez vos collaborateurs un mois à l'avance. Et après ce mois-là, si le collaborateur n'a pas manifesté son refus, vous pouvez digitaliser son bulletin de paye. Là, il s'avère que Jules Raisin a manifesté son refus et donc lui a souhaité l'avoir en papier. Donc, première étape, ce que je peux faire, je peux télécharger le regroupement papier. C'est-à-dire télécharger les bulletins de paye, les 2 bulletins de paye des salariés qui ont refusé la dématérialisation. Donc ici, je clique, j'aurai les 2 bulletins de paye à rematérialiser. Ici, je suis capable d'ajouter aussi une annexe non nominative. Des fois, dans l'enveloppe, en même temps que le bulletin de paye, on ajoute une note d'information, un journal d'entreprise. Toutes ces choses-là, on est capable, bien évidemment, de le faire de manière numérique. On ajoute une annexe non nominative. Et quand je vais cliquer sur valider, on va avoir le bulletin de paye qui va partir et également cette annexe non nominative. Sinon, je n'ai plus qu'à valider mon projet de distribution. Et donc, en validant mon projet de distribution, on va voir les étapes suivantes. Si je retourne sur mon projet là, il est où? Ici. Je prépare les campagnes, c'est-à-dire je prépare l'envoi des bulletins et ensuite j'enverrai un email de notification à chacun des collaborateurs pour lui dire que son bulletin de paye est bien dans son coffre-fort. D'un point de vue légal aussi, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on envoie un bulletin de paye dans le coffre-fort du collaborateur, on va en fait archiver pendant 50 ans le bulletin de paye chez un tiers de confiance. Et pour nous, c'est la Caisse des dépôts et de consignation. Donc, c'est un peu un garant qui vous permet de vous dire que vous avez un double du bulletin qui est archivé à la Caisse des dépôts en cas de défaillance d'un des acteurs. Dans tous les cas, nous, le coffre-fort, il est gratuit à vie pour le collaborateur. Donc, il conservera ses documents à vie dans son coffre-fort. Voilà pour la partie de digitalisation du bulletin de paye. C'est extrêmement simple. Si je rappelle le processus complet, vous faites votre paye comme d'habitude. Vous arrivez à la fenêtre d'édition, vous cochez les 2 cases qui vont permettre de digitaliser. Vous finalisez. Ça crée un projet de distribution dans notre plateforme qui est directement en étape de validation. Et une fois que vous validez, les bulletins de paye partent dans les coffres forts.
Donc voilà, vous n'avez pas d'étape supplémentaire. On a souhaité ce processus le plus simple possible. Je vais vous montrer maintenant la partie donc, des documents, parce qu'on a quand même enregistré un bulletin de paye dans le coffre-fort des collaborateurs. Donc, je vais pouvoir vous montrer cette partie documents. Donc ici, si je clique sur un collaborateur, j'ai accès à son plan de classement. Son plan de classement, c'est un peu les sous-pochettes que vous auriez dans une grande pochette. J'imagine encore les documents papier, mais dans une armoire, on a souvent des sous-pochettes dans le dossier du collaborateur. Et c'est un peu ces sous-pochettes qu'on va avoir là. Ces dossiers du collaborateur, enfin, l'arborescence qu'on a là est la même pour tous les collaborateurs. Elle est bien évidemment modifiable, mais elle sera toujours la même pour tous les collaborateurs. Ce qui nous permet d'avoir une uniformité dans les dossiers collaborateurs. Et surtout, chaque type de document, là on a parlé de type de document, chaque type de document a une place dans cette arborescence. C'est-à-dire que je suis capable de dire que ma carte d'identité, je la mets, elle va toujours se ranger au bon endroit, dans le bon sous-dossier. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est d'aller voir un peu comment je vais être capable d'alimenter cette arborescence. Donc, en fait, on travaille avec un système, ce qu'on appelle de bannette. La bannette, c'est un peu l'équivalent d'une bannette plastique que j'aurai sur mon bureau et dans lesquelles je mettrai tous les documents que je souhaite intégrer dans le dossier du collaborateur. Pour désacraliser la bannette, c'est ni plus ni moins qu'une adresse email. Et en fait, à chaque fois que je vais scanner un document, le scanner qui est souvent relié par mail à l'ordinateur, ou alors que j'envoie un mail à cette adresse, en fait, les documents sont déposés dans la bannette et donc arrivent ici comme une tâche à traiter. Donc ici, j'ai une tâche à traiter, je me l'attribue, parce que ça peut être ma bannette, mais ça peut aussi être une bannette collective. Donc là, je traite la tâche et donc je dis que c'est moi qui vais la traiter. Et donc ici, je vois que le document que j'ai à traiter, donc là, il est en train de charger, mais j'ai le document qui apparaît. Et donc, je me rends compte que Pierre Lafont est bien gentil, mais il m'a scanné sur un seul et même document PDF, c'est même une image, je crois, tous ces documents. Donc, la première étape que je vais pouvoir faire, ça va être de découper ce document en sous-documents et donc de pouvoir gérer un premier document, de faire un deuxième document qui est constitué de 2 pages, un troisième document. Et donc là, j'ai découpé mon document en sous-documents. Et donc là, effectivement, j'ai 3 documents à traiter. Et donc là, je vais être capable assez simplement de dire le premier sur lequel j'ai cliqué, c'est le diplôme. C'est un diplôme. Je dis qu'il appartient à Pierre Lafont. Donc, il reconnaît automatiquement d'où il vient. J'ai des raccourcis pour éviter dans le titre les fautes de frappe. Diplôme Pierre Lafont. Et ici, j'ai des champs supplémentaires non obligatoires à la saisie, sinon il y aurait un petit astérix, qui viennent s'ajouter pour enrichir ma base documentaire. Ces champs, ce qu'on appelle les champs personnalisés ici, on est capable d'en ajouter, d'en supprimer. En fait, ça nous permet d'enrichir notre base documentaire en fonction de comment on veut traiter nos documents. Et bien évidemment, on est capable de les rendre obligatoires à la saisie si besoin. Donc là, ce n'est pas obligatoire, je passe, je sauvegarde mon document. Et ici, je vais avoir donc, la carte vitale. Hop. Je dis toujours mes raccourcis. Et là, par contre, j'ai un champ obligatoire. Ah non, ils ont enlevé la partie obligatoire. Il n'est pas obligatoire. Donc là, à la rigueur, je vais le remplir. Hop. Et je sauvegarde. Et là, dernier document, c'est ma carte d'identité. On va aller un peu plus vite. Hop, petit document, nom du salarié. Et là, par contre, de manière obligatoire, j'ai la date de début de validité. Donc là, je peux dire que je reviens, on voit que c'est en 94, donc je peux revenir en arrière. 1994, hop. Le 19, hop, hop, et jusqu'à, donc, on va partir un peu plus loin. Et donc, je mets ma date de fin. Ce qui va me permettre aussi de gérer mes dates de fin de validité de documents et de pouvoir me créer des alertes et pouvoir traquer mes documents qui sont en fin de validité. Une fois que j'ai donné un titre, je l'ai typé et j'ai attribué le document à un collaborateur, je termine ma tâche. Et donc là, les documents vont automatiquement se ranger dans le dossier du collaborateur, dans le bon sous-dossier. Surtout, qu'est-ce que ça m'a évité de faire si je voulais le faire de manière numérique? Généralement, ce qui se passe, c'est qu'on scanne les documents sur le scanner. Les documents tombent dans ma boîte mail, ça me fait des mails et généralement, je ne supprime pas les mails. Les mails. Donc, j'ai des données personnelles dans ma boîte mail non supprimées. Derrière, je modifie le nom du document parce que le scanner me fait des noms à rallonge. Je fais des copier-coller du document dans un dossier de destination et potentiellement des erreurs de destination. Ce que je vous propose là, en fait, c'est de simplifier tout ça et surtout de le sécuriser. Pourquoi? Parce que tout ça est de manière complètement automatisée et bien évidemment, je trace l'import que j'ai fait et à tout moment, même si j'ai fait une erreur dans mon intégration, je suis capable de voir quelle erreur j'ai fait.
Donc ici, par exemple, si je clique sur Pierre Lafont, je retrouve effectivement dans la partie embauche les documents que j'ai enregistrés. Donc effectivement, ici, je vais avoir la carte d'identité et le diplôme. Et la carte vitale a dû être… Pardon, ce n'était pas ça que je voulais faire. Et donc, dans la partie, je pense, administrative, la carte vitale est ici, bien évidemment. Alors, il faut savoir que mes collègues me font beaucoup de blagues sur le déplacement des documents et à chaque fois, je mets du temps à les retrouver. Donc, voilà. Et donc, ici, j'ai toujours donc, le dossier qui est le même pour tous les collaborateurs avec mon arborescence. Ce que je peux faire également, c'est que par exemple, pour Pierre Lafont, il vient d'intégrer, il m'a donné ses documents, mais il a oublié un document. Pierre Lafont a une voiture de fonction. Et donc, je vais demander à Pierre Lafont, je peux lui faire une demande et lui dire merci, je lui demande permis de conduire. Hop. Je mets un message donc, pour lui stipuler ce que j'attends de lui, la date limite de l'envoi et donc le document à fournir. Je vais dire ici que j'attends un permis de conduire. Hop. Permis de conduire. Et donc ici, automatiquement, donc je dis même dans quelle banette le document doit revenir. Et donc quand je vais envoyer la demande, le document, ici, je peux m'envoyer des rappels. Donc ici, je sais que j'ai un document en attente pour Pierre Lafont et que, en fait, lui, il va recevoir un email et il pourra directement uploader son document au travers de l'email que je lui ai envoyé. Et du coup, le document retombe automatiquement dans la banette entièrement rempli. Donc, on n'a pas besoin de dire que ça appartient à Pierre Lafont, que c'est un permis de conduire. Forcément, il a toutes les données nécessaires pour pouvoir le remplir de lui-même. Et donc, j'aurai juste à valider l'intégration du document, juste pour être sûr que j'ai pas des documents, que s'il ne m'envoie pas le bon document, que je puisse bien évidemment faire un contrôle. Donc voilà pour la partie gestion documentaire. Si peut-être ce qui est important de préciser, je ne l'ai pas dit, si je vais sur un document, typiquement, à tout moment, comme ces briques fonctionnelles que je vous ai présentées sont interconnectées, bien évidemment, à tout moment, je peux partager ce document dans le coffre-fort de mon collaborateur. À tout moment, je peux dire voici le document que tu m'as demandé et je partage le document dans le coffre-fort de mon collaborateur en un clic. Ça évite de télécharger le document, l'envoyer par mail. Ce n'est jamais très sécurisé. Ici, je peux le faire de manière très simple. De la même manière, ici, on se rend compte que pour les documents que j'ai dans ma base documentaire, je trace tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire que je sais qui l'a déposé, je suis capable de savoir quand est-ce qu'on l'a déposé. Et si j'ai une date de péremption du document, une date d'expiration, ici, je l'aurai sous les yeux et je serai capable de voir quand est-ce que le document expire. Donc, voilà pour la partie documentaire classique. C'est-à-dire que là, je suis rentré par le collaborateur, j'ai été dans l'arborescence de documents et donc je suis tombé sur le document que je voulais voir. Ici, si je vais dans documents salariés, j'ai tous les documents de tous mes collaborateurs réunis dans un grand panier. Et dans ce panier-là, je vais être capable de faire des filtres et donc de ressortir les documents que je veux. Typiquement, c'est très pratique dans les cas d'audit, de contrôle. On va être capable très facilement de ressortir toutes sortes de documents. Donc ici, je suis capable de dire que sur la partie, on va prendre sur l'année 2015, donc sur toute l'année 2015, je vais ressortir, comme tous les documents sont typés, en termes de moteur de recherche, je n'ai pas de problème à rechercher dans un nom. Ici, je vais dire que moi, je veux du bulletin de paye. Pardon. Moi, je vais rechercher des bulletins de paye. Donc là, on ne va pas rechercher dans le titre de document, mais c'est bien le type de document qu'on ressort. Si je suis multi-organisation, je suis capable de rechercher par rapport à une organisation donnée. Donc là, je suis capable de dérouler mon arbre organisationnel. Et aussi, je suis capable de trier par rapport aux données héritées du salarié. Vous savez, on ne synchronise pas uniquement le nom, prénom et matricule, on synchronise un peu tout ce qui peut être nécessaire pour faire des filtres par la suite. Et donc, est-ce que la personne a une clause de mobilité? Est-ce que c'est un cadre dirigeant ou non? Je suis capable vraiment de filtrer de manière très, très précise. Et donc là, je lance ma recherche et je ressors tous les bulletins de paie de l'année 2015. Ce qui est assez intéressant, c'est que je vais être capable très facilement de partager tous ces documents dans un espace de partage. En fait, cet espace de partage, je vais lui donner un nom. Je vais dire qui dans mon équipe RH est capable d'aller dans cet espace de partage et d'ajouter, supprimer des documents. Et surtout, je vais mettre l'adresse mail de la personne extérieure à mon organisation à qui je vais partager ces documents. Mon auditeur, mon contrôleur. Ici, je mets son adresse mail et il aura accès pendant une durée donnée à tous les documents que je lui ai mis à sa disposition. Et là, il a accès aux originaux. Il peut télécharger les originaux
et il peut télécharger les duplicata. Moi, si je décoche tout ça, il aura simplement accès à une vue, on va dire, comment on appelle ça, à une vue macro telle qu'on l'a vu tout à l'heure, une vue aperçue, voilà, une vue aperçue du document. Et donc, il ne pourra pas télécharger le document. Donc, d'un point de vue de data, je suis vraiment capable de sécuriser l'accès aux documents de ma plateforme. On est aussi capable d'enregistrer les documents entreprises. Donc, c'est-à-dire, là, on a fait une BDES dedans. Mais bien évidemment, ça, je ne l'ai pas précisé, en fonction du profil avec lequel je vais me connecter, je vais avoir accès à différentes briques fonctionnelles dans cette plateforme. Alors, je vais avoir accès potentiellement qu'aux documents d'entreprise, potentiellement qu'à des types de documents. Donc, je suis vraiment capable de descendre jusqu'au type de document. Et en fonction du profil avec lequel je me connecte, j'ai aussi accès à une population donnée. Typiquement, si j'ai une organisation multi-société, potentiellement, j'ai des gestionnaires RH qui vont traiter une société et une autre personne qui va traiter l'autre. Et il ne faut pas qu'un gestionnaire ait accès aux documents de l'autre société. Donc là, je suis vraiment capable de scinder tout ça et de gérer de manière très fine les droits et accès aux documents. Pour vous donner une petite idée, on a un client qui s'appelle Nestlé, qui fait plusieurs centaines de milliers de collaborateurs dans 130 pays. Et on gère toute la partie documentaire de Nestlé grâce à cet outil-là. Donc, assurez-vous qu'en termes de droit et habilitation, on a vraiment eu des cas les plus pointus à ce niveau-là. Dernière chose qui me reste à vous montrer, c'est la partie donc, signature électronique. Donc, l'idée de là, on a une belle gestion documentaire RH, on a un coffre-fort électronique pour le collaborateur qu'on va aller voir juste après. Tout ça, c'est super. Maintenant, l'idée, c'est de pouvoir signer électroniquement les documents pour qu'ils tombent automatiquement dans la partie gestion documentaire et coffre-fort électronique. Donc, ce que je vois tout de suite en client sans signature, c'est que j'ai tout un tas de documents en cours de signature, mais surtout que j'ai une vue aperçue de chacun des process de signature et je sais celles qui sont en cours, celles qui sont envoyées. Et à tout moment, pour celles qui sont en cours, je peux envoyer un rappel, c'est-à-dire on va dire à Paul Dupont, merci de signer ton document, je suis en attente de ta signature. On va aller ensemble, on va signer un document ensemble. On va aller, on va faire juste signer le document sans tampon. Ici, je charge le document que je souhaite signer. Donc, on va faire signer un avenant de contrat de travail. Ici, je dis quel type de document je fais signer, avenant au contrat de travail. J'ai toujours mes raccourcis pour éviter les fautes de frappe. Et là, on me demande, est-ce que c'est un CDI ou un CDD? Hop, je fais signer un CDI. Et je passe à l'étape suivante. Et là, je vais dire qui signe et dans quel ordre. J'ai un premier signataire, je peux ajouter un deuxième, je peux ajouter un troisième. En fait, je ne suis pas limité sur le nombre de signataires sur le document. Et en fait, tout ça, chaque signataire va signer dans l'ordre. D'abord le premier ici. Ensuite, une fois que lui a signé, le document va être en signature pour le deuxième. Et ainsi de suite. Pour la démo, on va faire signer qu'une personne. Ça ira un peu plus vite. Je vais faire signer un salarié. Je vais faire signer Pierre Lafont. Vous l'avez compris que c'était mon cobaye du jour. Hop. J'hérite automatiquement de son adresse mail et de son numéro de téléphone. Et je passe à l'étape suivante. Donc ici, le document apparaît. Et donc, je vais positionner l'étiquette de signature. C'est-à-dire qu'une fois le document signé, où est-ce qu'il apparaît? Où est-ce qu'apparaît la signature? Hop, je mets l'étiquette et je passe à l'étape suivante. Et donc là, j'ai une date limite de signature que je peux modifier. Un petit commentaire si ce n'est pas clair pour le collaborateur. Et donc, j'envoie mon document en signature. Le document est parti. Et donc ici, j'ai un petit. Donc ma signature est bien en cours. J'ai bien un petit encart qui m'explique tout le paramétrage de ma signature. Et donc, si je retourne dans signature, dans mon portail de signature, j'ai bien l'avenant au contrat de Pierre Lafont qui a été envoyé le 11 juin à 10h39 avec une signature qui expire le 26 juin. Donc, effectivement, il est important de préciser ce qu'apporte cette date limite de signature. La première chose, c'est que aujourd'hui, à la date limite de signature, le collaborateur va être relancé automatiquement 3 fois. Donc, ça vous évite de retourner sur la plateforme, de relancer le collaborateur. Automatiquement, 3 fois, le collaborateur va recevoir un email de relance. Deuxième chose importante, c'est que si on dépasse cette date limite de signature, vous qui avez lancé le document en signature, vous allez recevoir un email de notification comme quoi le collaborateur a refusé de signer son document. Ce qui est extrêmement important. On a un client, Canal+, qui signe 200 000 ou 300 000 contrats par an. En fait,
avait un gros problème, c'était la problématique de requalification de contrat en CDI. Pourquoi? Parce que ils ont beaucoup de pigistes qui travaillent un jour, 2 jours, une semaine. Et en fait, ces pigistes arrivaient et au bout de 48 heures, s'ils n'ont pas signé leur contrat de travail, ils se retrouvent dans un cas de requalification et peuvent demander la requalification de leur contrat, qui était initialement un contrat d'une semaine, en CDI. Donc, ça leur coûtait plusieurs dizaines de milliers d'euros, même beaucoup plus que ça, en négociation prud'homme pour casser le contrat. Et donc, ils ont souhaité mettre cette solution en place. Et maintenant, grâce à cette date limite de signature, généralement, ils mettent à la date d'entrée du collaborateur dans la société, et en fait, ils sont notifiés quand le collaborateur n'a pas signé son contrat. Et très rapidement, ils peuvent soit appeler le collaborateur, soit appeler le manager pour dire merci de lui faire signer son contrat parce qu'il est en situation irrégulière. Donc, je vais me mettre dans la peau du collaborateur maintenant pour vous expliquer un petit peu comment je vais être capable de signer mon contrat. Donc, effectivement, dans ma plateforme ici, j'ai bien reçu mon avenant au contrat de travail. Donc ici, je reçois mon document. On me dit avenant au contrat de travail à signer avant le 26 juin. Et ici, j'ai un lien pour y aller. Donc, avant ça, bien évidemment, j'avais déjà reçu un SMS pour me dire vous avez reçu un mail avec un document important à signer. Et donc là, je reçois un deuxième SMS qui me donne un code pour pouvoir accéder au document. Pourquoi un code? En fait, c'est que sur les signatures électroniques, on a 3 niveaux de signature. Le normal, l'avancé et le certifié. Pour signer un contrat de travail, il faut qu'on soit au niveau avancé, c'est-à-dire avec 2 authentifications du signataire. Le premier, vous l'avez compris, c'est l'authentification par la boîte mail. Donc là, on est bien sûr que c'est Pierre Lafont qui s'est connecté à sa boîte mail. Et le deuxième, au cas où s'il y a eu fraude, on envoie un SMS à Pierre Lafont avec un code pour lui dire voici ton code, merci de le renseigner. Et comme ça, tu pourras accéder au document. Donc ici, j'ai reçu mon code. 093 et j'accède au document. Donc ça, on est bien d'accord, depuis le smartphone, depuis une tablette, c'est exactement la même chose. Et donc là, je peux parcourir mon document. Donc j'ai accès à toutes les pages du document. Je peux tout regarder. Et bien évidemment, j'ai le droit de refuser de signer mon document. Mais pour refuser, il faut que je mette au moins 10 caractères. Sinon, je ne peux pas refuser de signer le document. Sinon, j'ai pris connaissance et je signe. C'est très simple. Je clique ici et en fait, mon acte de signature est terminé. J'ai signé mon contrat de travail. Donc, j'ai parcouru le document, j'ai cliqué sur « Je signe le document » et c'est très simple. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'avantage de la solution, c'est qu'une fois que le dernier signataire a signé le document va automatiquement se mettre côté RH et dans le coffre-fort du collaborateur. Donc ici, si je rafraîchis ma page de tableau de signature, bien évidemment, la signature Pierre Lafont disparaît parce que je n'ai plus d'action nécessaire dessus. Si je vais dans toutes les signatures, j'ai bien le document de Pierre Lafont qui a été archivé. Donc, si je vais dans son dossier, que je vais dans contrat, j'ai bien ici l'avenant au contrat de Pierre Lafont qu'on a signé ensemble, qui est venu s'archiver. Et donc, effectivement, on voit ici que le document a été archivé et que l'origine, c'est le portail de signature. Et donc, ici, j'ai bien un écriteau qui dit « signé électroniquement par Pierre Lafont » avec la date et l'heure. Bien évidemment, ce n'est pas ce petit écriteau qu'on a mis sur le document qui va faire foi devant un tribunal s'il y a contestation. En fait, comment constitue une signature électronique? C'est un certificat électronique qu'on vient greffer au document PDF. Et donc, si vous téléchargez l'original de ce document, vous verrez que vous avez un certificat de signature lié au document. Et c'est bien évidemment la version numérique du document qu'il faut communiquer dans ce cas-là. Et donc, si ce certificat n'a pas été cassé, si le document n'a pas été modifié depuis, le document est bien toujours signé électroniquement et donc il fait foi. Je vous propose maintenant d'aller voir le coffre-fort du collaborateur pour voir les documents qui sont tombés dedans. Juste avant ça, l'outil statistique qui est intégré dans la plateforme est intéressant à voir. Bien évidemment, je peux voir le nombre de salariés, je peux voir le nombre de coffres, le nombre de signatures que j'ai faites. Mais dans la partie documents, il y a quelque chose d'intéressant que je voulais vous montrer. D'un point de vue de risque RH, le plus gros risque, c'est d'avoir des dossiers collaborateurs qui sont incomplets. Et donc, en fait, ici, dans l'outil, vu qu'on traque le type de document de chacun des dossiers, je suis capable de dire, moi, dans mon dossier collaborateur, il me semblerait logique que j'ai 100% de mes dossiers qui comportent au moins un contrat de travail. Et là, je me rends compte que dans l'outil statistique, en fait, j'ai le taux de complétion des documents par type.
et donc j'ai 42% de mes dossiers qui ont un contrat de travail. Ici, en un clic, je suis capable de consulter tous mes collaborateurs qui ont un dossier collaborateur sans contrat de travail, vous voyez, sans ce type de document. Et donc, je suis capable de faire une action en masse, de prendre tous ces collaborateurs et leur faire une demande de documents. En fait, c'est vraiment l'outil qui me permet de m'affranchir de ce risque-là, parce que vu que c'est numérique, je suis capable de traquer l'information. Voilà juste la petite partie que je voulais faire sur la partie gestion de la partie statistique. Alors, je voudrais vous montrer. J'ai une barre que vous ne voyez pas qui me gêne un peu. Hop, là, voilà. Et donc ici, on va aller dans le coffre-fort du collaborateur. Donc, bien évidemment, d'abord, je vais me déconnecter. Bien évidemment, le coffre-fort du collaborateur, à chaque fois que vous envoyez un document dans le dossier du collaborateur, le collaborateur reçoit un email. Donc, on voit ici, quand on a envoyé le bulletin de paye, tout à l'heure, quand le bulletin de paye a été envoyé à Pierre Lafont, il a bien reçu un email avec le lien qui l'amène vers son coffre-fort électronique. D'accord ? Là, moi, je prends comme si j'avais enregistré le lien au préalable, ou alors que j'ai été sur Google et j'ai tapé MyPeopleDoc. J'arrive sur cette page-là et donc on me demande mon login, mot de passe. Donc, je me connecte. Si j'ai oublié mon login, si j'ai oublié mon mot de passe, ici, j'ai des petits boutons qui me permettent de le retrouver. Ce n'est pas vous, en tant qu'employeur, qui devez gérer les problématiques de login, mot de passe. C'est bien évidemment PeopleDoc. Et une fois que j'ai entré mon login, mot de passe, je me connecte. Et donc, je vais avoir accès à tous mes documents. Et surtout, on va le voir, les documents que je n'ai pas encore ouverts sont en noir et les documents que j'ai déjà ouverts sont plutôt grisés. Donc là, on peut le voir, l'avenant au contrat de travail qu'on a signé ensemble. Je peux parcourir les pages et je vois effectivement à la fin l'encart de signature lorsque j'ai signé le document. Mon bulletin de paye, de la même manière, je peux le parcourir depuis mon smartphone, depuis une tablette, aucun problème. Je parcours le document, je peux le télécharger, je peux l'imprimer directement d'ici. Il n'y a pas de souci, c'est complètement ouvert à ce niveau-là. Comme on l'a dit en préambule, je suis capable d'ajouter des documents. C'est-à-dire que ça, c'est un espace qui me permet de recevoir les documents de mon employeur, mais c'est aussi un espace qui me permet de stocker de manière sécurisée des documents personnels. Donc ici, je suis capable, par des glisser-déposer ou en allant parcourir mon ordinateur, d'importer les documents. Je peux me les prendre en photo si je suis sur mon smartphone. C'est extrêmement simple. J'ai jusqu'à 10 gigas d'espace pour pouvoir le faire. Pourquoi c'est intéressant de mettre des documents dedans ? Parce que, en fait, à chaque fois que je mets un document, je suis capable de le trier. C'est-à-dire de dire, là, j'ai un bulletin de paye qui est arrivé. Moi, mes bulletins de paye, j'ai souhaité les ranger par année. J'ai créé des étiquettes supplémentaires pour les ranger. Donc là, très simplement, je peux dire que c'est un bulletin de paye de l'année 2020. Je le mets là et je suis capable de le trier très simplement. En fait, si je filtre sur l'année 2020, que je prends mes 3 derniers bulletins de paye, je suis capable de les partager. Et donc là, je vais partager vers l'extérieur mes bulletins de paye. Et donc, je crée un espace de partage typiquement avec mon banquier, avec mon bailleur. Donc, je veux louer un appartement. Mon bailleur me demande mes 3 dernières fiches de paye, mon attestation employeur. Et bien ici, directement depuis mon portail, je crée ça. Et donc, je dis, c'est mon espace de partage pour mon appartement. Je dis quand est-ce que l'espace de partage se termine. C'est généralement très rapide. Pour du particulier, on laisse une journée, pas plus. Et ici, je mets l'adresse mail de mon bailleur, de mon banquier. Et donc, il va avoir accès aux documents pendant 1 mois, ce qui a quand même l'avantage de ne pas avoir à retourner chez soi, de scanner les documents, de les envoyer. Et surtout, ça arrive dans la boîte mail de mon bailleur, de mon banquier, comme un mail avec un lien. Et donc, ça évite de tomber dans les spams ou alors d'avoir des documents trop lourds. C'est quand même très, très appréciable à ce niveau-là. Et bien évidemment, dans la partie mon compte ici, je vais pouvoir sécuriser encore plus l'accès à mon coffre-fort en recevant un SMS à chaque fois que je me connecte. Et en plus de ça, je vais pouvoir ici choisir, si je ne veux plus recevoir mon bulletin de paye de manière électronique, mais je veux le recevoir en papier, je peux cliquer sur papier, ça va changer mon statut dans la plateforme RH. Et donc, la prochaine fois, j'aurai mon statut comme voulant recevoir mon bulletin de paye en papier. Donc, j'ai balayé à peu près toutes les fonctionnalités de la plateforme. Je vous ai montré ces 2 briques fonctionnelles. Et donc, cette gématérialisation du bulletin de paye et cette gématérialisation RH. Et donc, je vous propose de passer aux questions-réponses. Est-ce que tu es encore là, Christophe ? Bien sûr. Ah, génial. Oui, c'est comme un hantise, en fait, de parler comme ça pendant 40 minutes et qu'en fait, au bout de 10 minutes, j'ai été coupé. C'est ça la hantise. Non, je suis toujours là. Oui, ce que je vous propose à ce moment-là, c'est vous avez une option au niveau du chat
Donc, soit vous vous posez votre question par chat si vous avez une question, sinon vous levez la main et à ce moment-là, on ouvre le micro de la personne qui a une question à poser et puis on vous répond. Donc, nous sommes à votre écoute. Et pour déverrouiller le micro, vous avez un bouton tout en bas à gauche avec une petite forme de micro qui est barrée aujourd'hui, là, maintenant. Et puis, n'hésitez pas à cliquer dessus pour prendre la parole. Bon, moi, je vais apporter juste quelques petites précisions, notamment sur la partie déploiement. Aujourd'hui, alors Romain, tu compléteras si je fais des erreurs, mais bon, a priori, pour la partie Sedge dématérialisation des bulletins de paie, nous, ce qu'on constate régulièrement en termes de déploiement, en règle générale, on est sur une journée et demie, mais c'est un outil qui est quand même très simple à déployer. Ça se fait par la création du site. Ensuite, une fois que le site est créé, l'administrateur va recevoir un mail qui va permettre d'activer le site. Ensuite, il va y avoir une synchronisation qui va se faire avec votre pays Sedge. Bien évidemment, au préalable, il va falloir renseigner l'ensemble des adresses mail des collaborateurs qui ensuite vont recevoir un mail pour activer leur coffre-fort personnel. Donc, l'idée aussi pour les collaborateurs, ce sera de mettre leur adresse mail personnelle puisque, comme l'a précisé Romain, le coffre-fort suivra les collaborateurs tout au long de leur carrière. Donc, même si demain, ils quittent une société, une structure, ils pourront, s'ils retrouvent une autre société qui utilise la PaySedge, ils pourront également bénéficier de la même solution, si en tout cas l'employeur a également la dématérialisation des bulletins de paye. Donc voilà, en termes de déploiement, il faut compter, comme je vous disais, une journée en règle générale. Ensuite, Romain, je ne sais pas si tu as accès au chat, on a une question. Les utilisateurs de solde de tout compte peuvent-ils être également en signature électronique? Oui, bien évidemment. On peut faire signer tout type de documents via la signature électronique. Il y a pas de, on n'a pas de limite là-dessus. Après, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que en fait, avec l'offre, en fait, vous avez un nombre de signatures attribuées. Donc ça, vous verrez si vous souhaitez voir, vous avez au moment où on fait le chiffrage de la solution, mais vous avez un nombre de signatures attribuées. Donc après, c'est juste vous, en fonction du nombre de documents que vous avez signés, vous pouvez tout à fait le faire avec la signature électronique. Également, je ne sais pas si c'est une question, mais par expérience, moi j'ai eu déjà cette question auprès d'autres utilisateurs. La possibilité dans un projet de distribution, lorsqu'on lance le projet de distribution pour la dématérialisation du bulletin de paye, la possibilité d'envoyer un document complémentaire. Oui, je suis passé dessus peut-être un peu rapidement pendant la démonstration. Effectivement, on est capable d'ajouter un document non nominatif au bulletin de paye au moment de l'envoi du bulletin de paye. Ok. Ensuite, donc, comme j'ai expliqué, dématérialisation des bulletins de paye, en règle générale, on prévoit une journée. Après, sur la partie Sedge dématérialisation RH, du dossier du collaborateur, là, ça va être en moyenne entre 3 et 6 jours, selon les règles et les process que vous mettez en place. Mais c'est ce qu'on constate en termes de déploiement. Ensuite, on a la dernière brique, qui est cette dématérialisation RH avec l'option Ask, qui met en place de véritables workflows. Là, on est sur des projets beaucoup plus longs parce que les process, encore une fois, sont très variables selon votre mode de fonctionnement. Je regarde dans le chat. Pour le moment, on n'a pas d'autres questions. N'hésitez pas à nous dire si vous n'arrivez pas. Alors, je pense que vous pouvez. Alors, une question. L'envoi des documents supplémentaires nominatifs est-elle facturée en plus? Alors, c'est une très bonne question. En fait, on ne facture pas en plus l'envoi du bulletin de paye, l'envoi d'un document supplémentaire nominatif. Par contre, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'il y a une phase de setup à prévoir. Parce qu'en fait, le document que vous voulez envoyer, vous allez nous l'envoyer en masse, vous allez nous envoyer tous les documents d'un seul coup, et vous allez demander à l'outil d'attribuer le bon document au bon collaborateur. Et pour ça, il faut que l'outil soit capable de lire le document
et de l'attribuer à la bonne personne. Et pour lire le document, il faut qu'on lui apprenne comment le lire, c'est-à-dire où est-ce qu'il doit aller chercher l'information nécessaire pour ne pas faire d'erreur. Et ça, effectivement, c'est un petit projet à initier au moment où on va mettre en place la solution. Mais une fois que ça, c'est fait et que vous avez mis en place cette solution-là, il n'y a pas de surcoût et vous pouvez envoyer tous les mois un autre document que le bulletin de paye à vos collaborateurs. N'hésitez pas, pour le moment, on n'a pas d'autres. Si, moi, j'avais juste une petite question. Sur la fiche du Oui. personnel, il faut mettre l'adresse mail personnelle ou professionnelle? Parce que moi, on m'avait expliqué qu'au départ, on mettait professionnel et après, vous envoyez un mail. C'était à eux de modifier leur adresse mail. C'est quand même quelque chose de personnel avec la loi RGPD. Vous avez tout à fait raison. C'est une très bonne question. Effectivement, en fait, ce qui va se passer, c'est vous allez vous renseigner, et vous allez renseigner dans Sage, hein, ce n'est pas dans la plateforme. On va hériter dans la plateforme PeopleDoc de l'adresse mail professionnelle de manière générale, s'il en existe une, hein. Sur cette adresse mail professionnelle, on va envoyer un email d'invitation à l'activation du coffre-fort. Cet email, en fait, comporte un lien et ce lien les redirige vers l'activation de leur coffre-fort. Et au moment de l'activation de leur coffre-fort, on va leur demander leur adresse mail personnelle et un mot de passe. Et effectivement, vous faites bien de préciser, il faut bien expliquer à vos collaborateurs que vous n'avez pas, vous, accès, vous en tant que RH ou dirigeant d'entreprise, vous n'avez pas accès à l'adresse mail personnelle qu'ils ont renseignée. Parce que l'adresse mail personnelle va leur permettre de communiquer entre leur coffre-fort et leur boîte mail, pas entre vous et le coffre-fort. Donc, du coup, vous n'avez pas accès à l'adresse mail personnelle qu'ils vont renseigner à cet endroit-là. Je sais que chez certains clients, ça a été un sujet un peu clé, donc il faut vraiment les rassurer pour cette étape. Oui, donc il faut que je dise que c'est juste l'adresse professionnelle. Moi, je les ai tous, hein, les adresses professionnelles, et que c'est après donc la société qui gère l'adresse personnelle. Exactement. C'est eux qui le rentreront d'eux-mêmes et vous n'aurez pas accès à l'information. D'accord, ok, merci. C'est vraiment le coffre-fort qui va suivre la vie du collaborateur. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. En fait, l'idée, c'est que même demain, si votre collaborateur quitte la structure, il aura toujours accès à son coffre-fort. Il le suivra tout le temps. À défaut, si effectivement, il ne change pas l'adresse et qu'il laisse l'adresse professionnelle, s'il quitte la structure, vous, dans votre gestion des adresses mail, le collaborateur quitte l'entité, vous allez peut-être supprimer l'adresse mail et par conséquent, il n'aura plus accès au coffre-fort. Donc, c'est vraiment son espace dédié. C'est un service que vous lui mettez à disposition, mais c'est son espace, son propre espace où, comme l'expliquait Romain, il va avoir la relation avec vous sur la partie dématérialisation des bulletins de paie, mais il peut s'en servir par la suite pour stocker d'autres documents, partager des documents. Voilà, c'est vraiment son propre espace personnel. Exactement. J'ai une question supplémentaire sur le chat. Antoine qui demande lorsqu'un salarié décide de passer en envoi papier via la plateforme PeopleDoc, vous ne proposez pas l'option de vous charger de l'envoi papier. Alors, paradoxalement, nous, on ne gère pas de papier. C'est un peu le leitmotiv de PeopleDoc. Mais effectivement, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un partenariat avec un imprimeur. J'appelle la gestion de l'éditique chez nous. Et donc, en fait, on vous propose d'orienter le flux des salariés ne voulant pas de la démat, donc tout le flux papier, de l'orienter vers un partenaire qui s'appelle Cortex et qui pourra gérer de manière complètement automatique la réimpression des documents. Donc, ce qu'il y a à faire par contre, c'est de paramétrer avec eux à l'origine, est-ce que vous voulez recevoir un colis? Est-ce que vous voulez que les bulletins de paie soient envoyés directement au domicile du collaborateur? Donc, tout ça, ça a paramétré avec eux. Vous paramétrez ça avec eux, vous contractualisez avec eux. Et le flux de documents, une fois que vous envoyez le bulletin de paie de manière numérique, tous les bulletins de paie qui ne sont pas numériques, qui sont à rematérialiser, partiront directement sur la plateforme pour traitement automatique. Donc, effectivement, PeopleDoc ne le propose pas en son nom, mais a tout fait de manière technique pour que ce soit fait automatiquement. Quel est le coût supplémentaire pour ce service? Alors ça dépend, je pense, de la tranche déjà Aujourd'hui, la solution de dématérialisation des bulletins de paie est commercialisée par tranche de salariés. Alors, pas forcément lié à la tranche de salariés sur laquelle vous avez souscrit la paye. C'est-à-dire que je peux très bien avoir aujourd'hui une paye me permettant d'établir une centaine de bulletins de paie.
et je peux très bien prendre la solution de dématérialisation des bulletins pour uniquement 50 collaborateurs. Ça, c'est tout à fait possible. Donc ça, c'est la première chose au niveau de la souscription à l'abonnement, cette dématérialisation des bulletins de paye. Ensuite, sur la partie facturation du service pour l'envoi papier, jusqu'à présent, je n'ai pas eu de demande. Romain, je ne sais pas si toi, tu as plus d'éléments, mais J'ai ça les doit être éléments qui vont être par communiqués. tranche de documents, j'imagine. En fait, il y a un coût de mise en place et après, effectivement, c'est au document, mais principalement, c'est le coût de l'affranchissement. Mais il y a un coût de traitement. Alors, on parle de dizaines de centimes. Je n'ai plus les prix exacts en tête, je préfère pas te dire de bêtises. Bon, de toute Euh, façon, ça, je fournirai les éléments pour les personnes qui en ont besoin. Romain me communiquera et je reviendrai vers vous. N'hésitez pas, je ferai le nécessaire là-dessus. Exactement. J'apporte aussi une précision pour alors, peut-être les personnes qui ne l'auraient pas non plus posé la question. Mais il y a un point aussi important lorsque l'on met en place la dématérialisation des bulletins de paye. Le collabore doit bien évidemment informer ses collaborateurs qu'il souscrit à ce service. Les collaborateurs qui ne souhaitent pas recevoir de manière dématérialisée le bulletin de paye doivent se manifester auprès de son employeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau légal, si les collaborateurs ne se manifestent pas, le silence vaut pour acceptation. Voilà, c'est un point important aussi. C'est vraiment aux collaborateurs de se manifester s'ils souhaitent conserver l'édition papier du bulletin de paye. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? A priori, je n'en ai pas d'autres pour le moment dans le chat. De toute façon, comme évoqué en introduction, si vous avez des interrogations, besoin de précision, n'hésitez pas à nous solliciter. On sera, surtout, nous, aptitude, après, on posera la question à Romain si on a besoin, mais c'est une solution qu'on a déployée assez régulièrement chez Aptitude, donc on connaît quand même bien la problématique. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. De même, si vous souhaitez que nous vous faisions bénéficier et partager le webinaire, n'hésitez pas à nous en faire part et on vous le partagera. Romain, tu souhaitais peut-être ajouter quelque chose? Non, quand tu as parlé des questions, ce que j'allais dire, peut-être tu es quand même un partenaire qui a vendu, un de ceux qui a vendu le plus de cette solution, donc je pense que c'est tout à fait à même de répondre aux questions. Je ne m'inquiète pas. Ouais, de toute façon, je sais que voilà, au pire des cas, PeopleDoc pourra nous aider si vraiment on a des points de blocage, mais voilà, n'hésitez pas pour ça. Je refais encore un tour sur le chat, mais a priori, on n'a pas d'autres questions. Ah, on a quelqu'un qui veut le webinaire. Par contre, il faudra nous dire qui vous êtes parce que je n'ai pas. Ou alors envoyer un mail à question parce que. Oui, vous m'enverrez une demande directement et moi je ferai le nécessaire. Yes. Ok. Top. Bon, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir clore ce webinaire. Merci à tous. Merci à tous de votre patience, de votre présence. Nous espérons que la solution vous convienne, vous apportera des gains de productivité, des gains de temps et vous satisfera. N'hésitez pas à revenir vers nous pour tout besoin, questions, tarifs, temps de déploiement. Nous sommes à votre disposition. Voilà. Merci à tous. Merci. Bonne journée et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.